Et salut à toutes et à tous, c'est Antelvage, et comme je vous l'avais promis, voici ma toute nouvelle série vidéo C'est quoi ce comportement, qui aura pour vocation de vous présenter en vidéo les comportements atypiques d'espèces qui me plaisent, et on commence juste après le générique avec le premier épisode sur les Aphaenogasters senilis. Aphaenogaster senilis est une espèce de fourmi endémique du sud-ouest de l'Europe et du Maghreb. Cependant, elle est néanmoins relativement rare sur notre territoire et son aire de répartition ne se résume qu'en quelques points où elle se montre très commune contrairement au reste de la France où elle est complètement absente. Il s'agit sûrement là d'une des conséquences de son mode de reproduction très spécial que nous étudierons plus loin dans la vidéo. Cette espèce est strictement monogyne, c'est-à-dire que les colonies ne peuvent contenir qu'une seule reine, et elles peuvent se montrer très populeuses sur le long terme. Elles sont situées tout le temps sous terre, et à noter que les colonies sont monodomiques, c'est-à-dire qu'elles ne forment jamais de nid satellite, la colonie est toujours rassemblée dans une seule fourmilière. Pour finir, enfin, ces informations générales, l'espèce m'a personnellement surpris par son polymorphisme, car malgré le fait qu'il n'y ait pas de major avec des têtes et des mandibules impressionnantes chez cette espèce, on notera quand même qu'il y a une belle variation de taille au sein de la colonie entre les ouvrières. Commençons par une des particularités de cette espèce qui est son mode d'alimentation. Chez cette espèce, qui ne possède qu'un jabot social très réduit, la collecte de liquide sucré se fait via des matériaux, comme ici du coton, que les fourmis imbibent de la substance sucrée avant de le transporter jusqu'au nid pour que les fourmis qui s'y trouvent puissent s'en nourrir directement en buvant sur le coton. Ça change vraiment des autres espèces qui utilisent plutôt les trophalaxies pour nourrir les individus restés au nid. Alors la chasse chez cette espèce ne laisse pas non plus indifférent. En effet, on observe que les fourmis ne doutent jamais à passer à l'attaque. En élevage, on peut observer des scènes de combat très intéressantes. Et d'ailleurs, la mise à mort est souvent faite par une seule fourmi. On observe que c'est souvent une seule fourmi qui combat directement l'insecte. Et qu'il y a plusieurs fourmis qui la regardent et qui attendent que leur sœur tue l'insecte avant de le transporter jusqu'au nid à plusieurs. Il faut aussi savoir que les insectes chassés ne servent pas du tout au nourrissage des fourmis adultes, mais à celui des larves. Et on observe qu'une fois l'insecte est rentré au nid, les fourmis vont le taillader avec des mandibules pour créer de petites ouvertures. Et ensuite, les larves vont directement être posées sur l'insecte, le cadavre d'insecte. Et les larves sont relativement mobiles et très indépendantes, si on peut dire ça comme ça, chez cette espèce, parce qu'elles vont littéralement elles-mêmes ramper jusqu'aux ouvertures taillées par les ouvrières et manger d'elles-mêmes la nourriture, contrairement aux autres espèces où en général c'est plutôt les fourmis qui vont donner la nourriture aux larves via trophalaxie. Maintenant passons au mode de reproduction de cette espèce, qui est aussi connue pour ne pas faire d'essaimage par vols nuptiaux, comme la plupart des autres espèces, mais par bouturage. Aussi appelé fission coloniale, ce mode de reproduction fait que lorsque la colonie devient mature, elle va se mettre à produire un nombre de gynes très restreint, moins d'une dizaine. D'ailleurs, ces gynes sont caractérisés par le fait qu'elles ne possèdent pas d'ailes à leur naissance. Quand ces dernières vont naître, elles vont cohabiter avec leur mère pacifiquement tant qu'elles sont vierges. Mais dès qu'un mâle d'une autre colonie arrivera pour les féconder, elles seront chassées par leur mère, car comme je l'ai expliqué, cette espèce est monogyne et ne tolère pas la présence de plusieurs reines fertiles dans un même nid. Et donc ces jeunes reines quitteront le nid, leur nid natal, avec une partie des ouvrières pour s'installer un peu plus loin et former une nouvelle colonie qui sera indépendante. C'est la raison du fait que de la question comment ça se fait qu'elles ne s'étendent pas beaucoup sur un territoire. C'est que comme vous le voyez, les colonies ne se dispersent pas très loin, contrairement à des essaimages par vols nuptiaux où les reines peuvent voler très loin et s'installer vraiment loin. Donc là non, c'est plutôt restreint dans une même zone. Ce type d'essaimage a un avantage malgré ça, c'est que les nouvelles colonies qui sont nouvellement formées
ont plus de chances de survie vu qu'elles possèdent déjà un nombre d'ouvrières assez conséquent. Maintenant parlons des mâles. Il faut savoir qu'à l'inverse des gènes, les mâles, eux, sont produits très régulièrement, même par les colonies non matures comme la mienne. J'ai moi-même pu observer la naissance de quelques mâles dans ma colonie. Et dès leur naissance, ils sont caractérisés par la présence, eux, d'ailes fonctionnelles, contrairement aux reines. Ensuite, ces derniers, après leur naissance, eh bien, ils quittent directement leur colonie mature pour vivre une vie indépendante, solitaire. Ils vont s'envoler et essayer de chercher une colonie contenant une jeune reine à féconder. Mais la plupart d'entre eux finiront dans les becs d'un oiseau ou la bouche d'un lézard. Le faible taux de réussite chez les mâles justifie leur production très régulière par les colonies. Et je rajouterais aussi que cette espèce, ça rentre un peu dans le cadre de la reproduction. Elle est connue pour pouvoir produire une reine quand la reine d'origine meurt. C'est-à-dire que c'est comme chez les abeilles en fait. Si la reine d'origine meurt, cette espèce, les ouvrières vont instinctivement gaver une larve fécondée, s'il en reste, pour que celle-ci devienne une reine. Et lorsque cette nouvelle reine sera née, eh bien, elle sera fécondée par un mâle d'une autre colonie, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et c'est comme ça que cette espèce a aussi, en plus, le talent de pouvoir reproduire de nouvelles reines si la reine d'origine meurt. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Alors dis-moi si ce genre de mini-série pour te parler des comportements atypiques de certaines espèces t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, tu peux me lâcher un petit pouce bleu. Et si tu découvres ma chaîne, t'y abonner, abonne-toi. Tu cliques sur le bouton, t'actives la cloche. Comme ça, t'es au courant quand je sors des nouvelles vidéos. Et moi, je te dis ciao et à une prochaine vidéo.